Et si je vous disais que la première personne à vivre 130 ans est déjà née? En tout cas, c'est ce que ces deux revues d'études soutiennent. La première nous affirme avec 95% de certitude que l'intervalle minimal de longévité se trouve autour des 130 années de vie. La deuxième, plus généraliste, nous dit que la plupart des personnes nées au 21e siècle souffleront leur 100e bougie. Alors les scientifiques découvrent, reportent des faits, ici biologiques, mais dans les faits, aucune personne reportée n'a réussi l'exploit de vivre jusqu'à cet âge de 130 ans. Alors, pourquoi? Dans cette vidéo, nous allons voir les raisons profondes qui capent l'humanité à accéder à cette longévité maximale et on va décrypter les marqueurs biologiques qui vont nous permettre de vivre le plus longtemps possible. Bonjour à tous, bienvenue sur No Wasted Energy, la chaîne du biohacking où l'on transfère les compétences du sport à haut niveau à la portée des performeurs. Moi, je m'appelle Andrea, ex-sportif de haut niveau et ça fait maintenant 2 ans que je crée des blueprints longévité et performance avec une attention sur chaque dimension de la performance humaine. Avec mes équipes, nous nous assurons via un ensemble de tests scientifiques et de terrain que nos performeurs puissent vivre le plus longtemps possible en accédant à de meilleures performances. Aujourd'hui, on plonge donc sur un sujet phare de notre expertise, la longévité, plus précisément la longévité maximale. Maintenant, attention, information importante, à l'occasion de cette vidéo, nous débloquons 20% de réduction sur toutes nos offres de formation pour tout connaître et appliquer du biohacking par No Wasted Energy. Le code et le lien se trouvent en description. Alors rappelons tout d'abord les faits actuels. Une stat pour mettre un petit peu de perspective. Entre 1800 et 1900, on estime que 4 à 5 milliards de personnes sont nées. Et simplement sur cette période, on reporte une personne qui a réussi à passer le cap des 120 ans. Cette personne, c'est Jeanne Calment, on la connaît assez bien puisqu'elle est française. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans, assez proche en réalité de ce que peuvent soutenir la plupart des revues d'études sur notre longévité maximale. Cependant, c'est la seule personne reportée à avoir atteint une longévité passée les 120 ans. Pour remettre encore plus de perspective, voici une deuxième stat que vous connaissez sûrement beaucoup mieux. L'âge moyen dans les sociétés occidentales est respectivement entre 76-80 ans pour les hommes et de 82-85 ans pour les femmes. Sacré décalage entre cette longévité maximale de 130 ans et la moyenne dans des pays qu'on estime développés au sens médical et dans l'accès aux ressources. Comment expliquer ce décalage entre longévité maximale et longévité moyenne? Avant de rentrer dans des débats autour de la biologie en elle-même, faisons appel à un tout petit peu de bon sens. Il faut comprendre une chose. Si notre longévité maximale permet théoriquement une durée de vie aussi vaste, il y a un concept sur lequel il ne faut pas faire l'impasse et je vais vous l'illustrer par un exemple simple. Imaginez que vous êtes programmeur informatique. Vous voulez créer un serveur qui peut recevoir 5000 connexions simultanées. La question est la suivante. Est-ce que vous allez construire votre serveur pour supporter les 5000, pas 1999, pas 5001 ou 5002, mais 5000? Ou est-ce que vous allez créer un serveur qui, théoriquement, peut accueillir 6, 7, 8000, voire même 9000 personnes pour votre serveur? Ce mécanisme, en ingénierie, on l'appelle le surprovisionnement. Il est fait pour blinder la construction en donnant une référence sur le fonctionnement optimal du serveur dans ce cas-là, 5000 personnes, pour garantir ce bon fonctionnement sur 5000 personnes en simultané. Il faut théoriquement qu'il puisse en accueillir 6000, 7000, 8000. Auquel cas, à la moindre erreur sur les 5000 connexions, tout explose. Alors, est-ce que par hasard, peut-être, notre organisme génétiquement fait pour vivre 130 ans et surtout un rôle fonctionnel pour vivre 60, 70, 80 ans dans des bonnes conditions et surtout de manière fonctionnelle? Et en parlant de fonctionnel, il est possible que la sélection naturelle dans les sociétés humaines ne trouve peu d'intérêt à trier les individus sur le fait qu'ils peuvent vivre 100, 110 ou 120 ans. Ces individus-là, passé un certain âge, n'ont plus de capacité de reproduction, ne peuvent plus nécessairement se battre, porter de la valeur de manière générale à la société. Donc pourquoi trier sur cette compétence génétique particulière là où il y a eu des tris sur ceux qui sont les plus forts, sur ceux qui sont les plus intelligents, sur ceux qui résistent le mieux à tel ou tel environnement? Là, c'est vrai qu'on arrive à un manque de fonctionnel. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ces observations? Eh bien, on comprend que la quête de longévité maximale doit être en réalité une quête d'optimisation, voire même de suroptimisation, dans le but de tirer le parti le plus
complet de ce logiciel qui est fait pour être poussé jusqu'à ses 130 années. C'est une quête périlleuse, mais le vrai avantage poursuivant cette quête de longévité maximale, ce n'est pas nécessairement le fait ou non d'arriver jusqu'à ses 130 ans, c'est avant tout et surtout de s'assurer d'avoir le plus longtemps de vie possible en bonnes conditions, de manière fonctionnelle. Donc, trêve de bavardage et d'observation, maintenant on va regarder les mécanismes autour de la longévité. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir repousser ses limites? Bien, il faut tout d'abord regarder ce qui entraîne la mort. La mort se joue avant tout au niveau cellulaire. Avec l'âge, nos cellules arrêtent de se diviser et s'accumulent, perdent en efficacité, entraînant inévitablement la mort du système complet. Ce mécanisme naturel au vieillissement, c'est ce qu'on appelle la sénescence cellulaire. Cette arrivée en sénescence, elle a deux marqueurs principaux. Le premier, c'est l'érosion des télomères. Les extrémités de nos chromosomes se raccourcissent. Comment se fait-il que ces télomères se raccourcissent? Eh bien, le mot-clé de la dérégulation du métabolisme, c'est une notion qui s'appelle le stress oxydatif. Les inflammations chroniques, les maladies, tous les éléments qui vont venir endommager l'ADN ont une racine qui est le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est une production de radicaux libres qui vont attaquer les cellules, qui vont empêcher l'organisme et avec l'âge, le stress vont empêcher l'organisme de les neutraliser grâce à des antioxydants. Ce déséquilibre va conduire naturellement à l'endommagement de l'ADN, la mort des cellules. Et avec ces mécanismes de dégénérescence des cellules vont apparaître des dysfonctionnements dans les gènes et potentiellement des maladies. Et là, on va faire appel à ce qu'il y a dans nos gènes et notamment dans les gènes dormants. À ce compte-là, c'est un petit peu la loterie. Certains gènes vont activer des maladies dégénératives, qu'elles soient au niveau cardiaque ou au niveau neurologique comme Alzheimer ou encore des cancers ou à moindre mesure du diabète. Et lorsque ces gènes s'activent, que les maladies se déclarent, on augmente drastiquement les risques de mortalité. Par cette sénescence cellulaire, en plus d'activer ces gènes-là, le système immunitaire s'affaiblit et nous rend de plus en plus exposés. C'est ce qu'on appelle l'immunosénescence. Donc première observation, face à la vieillesse, nous sommes très inégaux. Certaines personnes vivront plus longtemps par leur patrimoine génétique, d'autres potentiellement mourront prématurément. Cependant, on fait tous face à la même problématique, celle de ne pas mourir. Et la seule chose sur laquelle on peut avoir du contrôle face à ça, c'est notre environnement, plus précisément ce qu'on appelle l'épigénétique, l'expression des gènes. Quelle est notre alimentation, nos efforts physiques, mentaux, où nous vivons dans le monde, tout autant de facteurs qui vont impacter positivement ou négativement l'expression des gènes. Votre expérience de vie, votre environnement peut tout aussi bien être un accélérateur comme un ralentisseur de votre longévité. Pour schématiser, je vais vous présenter les deux marqueurs environnementaux qui vont atteindre positivement ou négativement votre vie sur Terre. Le premier, c'est donc le stress. Je dirais même le stress avec un grand S. On met beaucoup de définitions derrière ce stress. Il y a ce qu'on appelle les hormones du stress, telles que le cortisol. Il y a le stress oxydatif. Dans tous les cas, le stress est une attaque vers l'organisme et c'est le marqueur de sénescence cellulaire plus important. Un dommage effectué au niveau psychologique comme physique aura donc un impact sur nos cellules. C'est ce dont on parlait juste avant, le stress oxydatif. Et si ce stress oxydatif est trop intense, la cellule rentre en sénescence. La clé d'un individu qui vit longtemps, c'est bien sa résilience face à ce stress, sa capacité à s'adapter. En réalité, on a besoin du stress pour créer un individu résilient. Quelqu'un qui évite toute forme de stress, d'agression de l'environnement à tout prix a de grandes chances de s'effondrer au moindre souffle. C'est ainsi que l'on se rend compte que l'on a besoin d'un équilibre sur le plan du stress, biologiquement sur le stress oxydatif. Un équilibre entre production de ces radicaux libres et les mécanismes de défense antioxydante de l'organisme. C'est ce qu'on appelle profil oxydatif. Quand on parle d'épigénétique, d'environnement, on ne peut pas passer sur le sujet des zones bleues. Ces régions du monde où l'on trouve une proportion exceptionnelle d'individus qui passent le centenaire en relative bonne santé. Certaines régions du monde sont assez populaires pour ça. Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie. Eh bien, le facteur commun des habitants de ces zones qui sont extrêmement éloignés géographiquement, c'est le ratio parfait entre création d'un stress adaptatif et le recyclage du stress oxydatif. Dans les faits, on retrouve souvent dans ces régions un environnement qui impose une activité physique régulière. C'est aussi des régions où on entretient
entretient un lien social fort et où on a un développement, disons, accru du sens de la vie, de l'art de vivre. Certains l'appellent Ikigai au Japon, d'autres l'appellent plan de vie, notamment en Italie. C'est un environnement complet qui permet d'avoir un ratio équilibré qu'on appelle homéostasie. Je ferai une vidéo plus complète à l'occasion pour parler de ces fameuses zones bleues. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc, un profil oxydatif déséquilibré, c'est le marqueur principal de l'avancement dans l'âge. J'irai même plus loin, d'un avancement plus rapide de l'âge biologique que de l'âge chronologique. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'aller dans les détails, je vous mets ce petit papier scientifique en description. Maintenant, quelles sont les stratégies qu'on peut appliquer au quotidien pour s'assurer que ce profil oxydatif soit à l'équilibre? Tout d'abord, on a des marqueurs au niveau médical, santé à notre disposition que l'on peut évaluer. Le dommage étant au niveau cellulaire, il faut avoir des réponses aussi au niveau cellulaire. Donc le premier, c'est de faire un bilan sanguin autour du stress oxydatif. Je vais vous donner ici quelques marqueurs principaux. On a d'abord certaines vitamines qui ont un haut potentiel antioxydant, comme les vitamines A, C et E, dont il faut vérifier les taux, pas simplement des taux normaux, mais aussi des taux optimaux. Autre marqueur, le profil entre glutathion réduit et glutathion oxydé, qui lui est un indicateur clé de la protection cellulaire. Et enfin, les marqueurs de l'inflammation. L'inflammation, c'est l'activateur principal du stress oxydatif. Pour ça, le marqueur que je vous invite à surveiller, entre autres, c'est la CRP, la protéine C réactive. Maintenant, pour viser l'amélioration biocellulaire, vous avez aussi l'accès à certains suppléments, médicaments, nootropiques qui pourront vous aider dans ce cadre-là. Pour ça, je vous invite à vous référer à la toute première vidéo de la chaîne, une tier list sur les suppléments nootropiques. Enfin, dans un dernier point, il est important de mentionner, dans les recherches qui ne sont d'ailleurs plus si actuelles, sur lesquelles on a beaucoup de ressources, on retrouve la régénération cellulaire plasma sanguin, on retrouve aussi les cellules souches, sujet donc au cœur des débats, mais sujet aussi au cœur de l'avancement pour contrer les maladies dégénératives et notamment les cancers. Maintenant, on va regarder où est-ce que la compétence à hacker sa biologie va pouvoir nous aider pour contrer la longévité. Ce point-là, il s'organise sur une triptyque: optimiser son métabolisme, création d'hormèse ou de stress hormétique et une optimisation de la cognition et de la gestion du stress. Donc premier point, le métabolisme. Pour schématiser, le métabolisme, ça va être le chef d'orchestre de vos réactions anaboliques et cataboliques, construction et de destruction au niveau cellulaire. Pour le booster, pêle-mêle, voici quelques stratégies à aborder, tester à minima. Le premier, c'est les mécanismes qu'on appelle d'autophagie. Il n'y a pas une seule voie d'entrée pour stimuler de l'autophagie. Une des meilleures voies est l'entraînement. Mais ici, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'adopter ponctuellement dans votre semaine, dans votre année, des périodes de jeûne intermittent. Le jeûne peut éliminer les cellules qui contiennent des protéines endommagées, ce qui, à terme, réduit les radicaux libres, accélère dans un certain point le métabolisme et peut également augmenter la sensibilité à l'insuline, limitant par là même la glycation et le stress oxydatif. Le deuxième point, toujours au niveau de l'alimentation, c'est de réserver des périodes où l'on va rentrer en restriction calorique, en déficit. Une réduction modérée des calories par rapport à votre base métabolique a l'avantage de diminuer la production de ROS, de radicaux libres. Ce mécanisme se joue au niveau du métabolisme mitochondrial et il prévient par là même l'endommagement sur l'ADN. Le troisième point, à adopter tout le temps dans son alimentation et dans sa supplémentation, avoir des éléments antioxydants. Polyphénol, acides gras type oméga 3, de la vitamine C, de la vitamine E. Tous ces éléments sont essentiels pour respectivement créer une réaction antioxydante, notamment via les polyphénols, les flavonoïdes, le thé, les fruits rouges, réduire l'inflammation, notamment via les oméga 3, poissons gras, des noix, et dans le cadre des vitamines C et des vitamines E, protection des cellules sur les dommages oxydatifs. Le deuxième élément de notre triptyque, ce sont les routines qu'on appelle d'hormèse. Le principe de l'hormèse, c'est créer une exposition courte et intense à un stress pour en retirer des adaptations fortes au niveau cellulaire. C'est le même principe que la nutrition antioxydante. L'hormèse, c'est un élément fondateur, notamment dans notre formation biohacking. Je le détaille largement et je vous donne des protocoles à réaliser quotidiennement pour accéder à de meilleures performances soutenables. Encore une fois, lien et code dans la description. Pêle-mêle, pour bénéficier de cette réaction d'hormèse, cette stimulation des défenses antioxydantes, quels sont les grands axes sur lesquels on peut s'appuyer? Déjà, le premier axe, l'axe 0, c'est l'entraînement. C'est le travail sur une qualité
physique. Ça, c'est une base. Hors entraînement physique, on va manipuler la thermorégulation. L'exposition au froid, l'exposition à la chaleur vont stimuler les protéines de choc thermique, favoriser l'autophagie, augmenter la production d'antioxydants. Ces protocoles, ils ne sont pas simplement pour un renforcement qui est uniquement mental. Il faut aussi savoir les utiliser au bon moment et à bon escient, puisque les protocoles d'hormèse par essence sont très intenses. Si on repousse trop vite les limites de notre exposition, on peut très vite se retrouver dans une balance où on va créer plus de dommages oxydatifs que l'on va en créer. Pour ça, encore une fois, il faut avoir un minimum d'expertise là-dessus. Dans la moindre mesure, une exposition régulière à du froid potentiellement intense, notamment le matin, à une chaleur aussi assez intense, plus proche du coucher, ce sont des grandes bases sur lesquelles on peut travailler. Un troisième point qui est très peu fait et qui marche extrêmement bien, notamment dans les mécanismes d'hormèse, que je détaille un petit peu dans toutes mes vidéos sur NWE, c'est l'hypoxie intermittente. Prendre le contrôle sur la respiration et bloquer la respiration. Ces facteurs, ils vont augmenter l'expression de certains gènes qui à terme vont augmenter la résistance au stress oxydatif. Ils améliorent par là même l'efficacité des mitochondries dans un environnement faible en oxygène. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les méthodes d'exposition au froid comme la méthode Wim Hof incluent énormément de travail sur la respiration et notamment de couper le souffle. Enfin, le troisième point de notre triptyque, l'optimisation de la cognition et la gestion du stress. C'est un point crucial pour limiter la production de ces radicaux libres, ainsi induite dans ce cas-là par l'augmentation du cortisol et des marqueurs d'inflammation. Pour ce point, les deux dernières vidéos vont être très intéressantes pour vous, celle sur la neuroplasticité et l'optimisation du sommeil qui détaillent des protocoles précis pour améliorer ces points. Trois grandes bases pour améliorer cette gestion du stress, cette résilience. Tout d'abord, on a le sommeil, plus précisément le sommeil profond, qui est une phase clé dans la réparation cellulaire et la réduction des radicaux libres. Ce temps, il devrait représenter 1h30 à 2 heures de votre sommeil. Il peut être intéressant d'utiliser un petit peu de technologie pour avoir des informations sur cette phase de sommeil, puisque cette phase de sommeil, elle va impacter un deuxième point extrêmement important dans la sénescence cellulaire, c'est la neuroplasticité. Pas refaire tout un point, on a toute une vidéo dédiée à ça. Mais dans les faits, l'amélioration du potentiel cognitif, notamment via l'utilisation de nootropiques, protège le cerveau du stress oxydatif en améliorant le métabolisme neuronal. Le troisième point, qui fait écho notamment à l'hypoxie intermittente, c'est la pratique de méditation et surtout de respiration contrôlée. Je vais pas vous la refaire, mais la respiration, c'est votre première voie de contrôle sur votre système nerveux. S'il y a vraiment un élément qu'on peut définir comme hacking, il est ici. Promotion de neurotransmetteurs modulateurs tels que la sérotonine, les endorphines vont réduire le cortisol, réduire donc l'inflammation et à terme réduire le stress oxydatif. Non seulement ils réduisent les risques, mais ils stimulent un nerf très important qui s'appelle le nerf vague qui augmente la production d'antioxydants endogènes. Voici pour cette triptyque sur laquelle il faut absolument vous pencher. Les prochaines vidéos seront dédiées à des protocoles précis. Donc si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à vous abonner, vous intéresser à ce qu'on propose sur notre site pour devenir vous aussi un performeur. Pour répondre à la question, peut-on vivre jusqu'à 130 ans? Eh bien, techniquement, c'est encore un défi de capitaliser sur tout l'espace que nous propose notre capital génétique. Aujourd'hui, on a des outils, plus que même des outils, on a des exemples de personnes qui rentrent dans cette quête de longévité. Je le sais, parfois ça peut faire rire, sourire, voire même créer de la moquerie, mais quoi de plus beau que de vouloir prolonger son expérience de vie. En attendant, cette vidéo est terminée. Je vous invite en commentaire à décrire quelles sont vos stratégies de longévité pour contrer notamment le stress oxydatif. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, et je vous dis à la semaine prochaine sur No Wasted Energy.